On a vu des fournitures de masques non conformes, des dates de livraison non respectées, des certificats qui n'étaient pas conformes aux normes, etc., etc. Nous sommes dans un système démocratique qui est très exigeant en termes de transparence et de reddition de comptes de la part des responsables politiques, et heureusement. Et ça a installé une culture je dirais, du manque de curiosité, voire quasiment de l'impunité des entreprises privées qui sont supposées bien fonctionner ou ne pas devoir rendre de compte. Bonjour Monsieur de Corbiter, merci de Bonjour. nous faire l'honneur de votre présence pour cette interview. Dans un premier temps, est-ce que vous pourriez simplement brièvement vous présenter? Je suis professeur à l'ULB, disons de philosophie politique au sens large, par ailleurs président du CRISP, le Centre de recherche et d'information sociopolitique, avec donc un travail qui est de la philosophie plus ou moins pure d'un côté, mais surtout de l'observation de la vie démocratique de manière générale, d'abord au CRISP et puis maintenant à l'ULB. On va démarrer dans le cœur du sujet sur cette crise sanitaire. Alors cette crise sanitaire, elle est mondiale, hein, tous les pays doivent la gérer, mais nous, on a quand même cette spécificité en plus qu'elle se double d'une crise politique au niveau fédéral. Alors pour vous, laquelle influence et détermine le plus l'autre entre cette crise fédérale, cette crise politique et cette crise sanitaire? On aurait pu imaginer que la crise fédérale, l'absence de gouvernement fédéral, handicape gravement la gestion de la crise sanitaire. Finalement, ça n'a pas tellement été le cas. Il y a évidemment un temps de retard parce qu'on avait un gouvernement fédéral en affaires courantes, des négociations très difficiles pour former une équipe gouvernementale de plein exercice et qui était plus ou moins enlisée. Il a fallu le temps de décider d'un scénario, mais qui est finalement advenu assez vite, à savoir qu'il fallait absolument transformer ce gouvernement en gouvernement de plein exercice pour qu'il ne soit pas limité juridiquement dans sa capacité d'action. Et ce qui est apparu très rapidement aussi, c'est que de toute façon, quelle que soit la nature du gouvernement, il devait aussi pouvoir agir pour toute une série de décisions par la voie de pouvoirs spéciaux, c'est-à-dire se passer de l'approbation du Parlement et adopter lui-même directement des décisions de type législatif qui étaient urgentes, qui devaient être mises en application très vite. J'ai donc pas l'impression que l'absence du gouvernement fédéral ait réellement handicapé la gestion de la crise. On peut même se demander si ça n'a pas par moments facilité les choses. Je veux dire par là qu'il y a eu un sentiment d'union nationale ou de nécessité de se serrer les coudes et de permettre au gouvernement fédéral de bien fonctionner. Alors qu'en Belgique, de manière structurelle, quand plusieurs gouvernements doivent se mettre d'accord sur une même problématique, on est tellement habitué à notre système très particulier de compétences mutuellement exclusives. Ça veut dire que dans chaque domaine, il n'y a qu'un pouvoir compétent et puis les autres n'ont normalement rien à dire, que très vite, il y a des esprits de concurrence, il faut beaucoup de temps pour négocier un accord, chacun veut défendre ses prérogatives. Ici, au contraire, on a trouvé assez vite les bases d'une entente avec ces réunions régulières en groupe des 10, avec des représentants de tous les partis. Et pendant plusieurs semaines, ça a bien fonctionné. C'est vraiment en fin de période, au moment où on parlait non plus tellement de la crise sanitaire, mais des conditions du déconfinement et de l'après, que là, on a vu les divergences politiques se développer. Mais encore une fois, je ne pense pas que la crise gouvernementale au niveau fédéral ait tellement handicapé la gestion de la crise sanitaire. Par contre, je pense que la crise sanitaire rend encore plus difficile au moment où nous nous parlons la formation d'un gouvernement fédéral de plein exercice. D'abord parce qu'il n'y a pas eu de miracle. On a eu cette unité pendant quelques semaines autour d'un danger sanitaire incontestable, objectif, évident, frappant tout le monde à des degrés divers. Au début, on se demandait même jusqu'à quel point les enfants pouvaient aussi être affectés par le virus. Donc, au départ, pas de difficultés particulières. Mais à partir du moment où il faut reconstituer un gouvernement de plein exercice, on se retrouve devant des enjeux de nature tout à fait différente. Il y a d'abord toute la problématique de redressement économique et budgétaire et social. Économique,
ça dépend aussi d'un contexte mondial et c'est très difficile de relancer une machine économique quand on n'a pas encore les coudées franches en termes sanitaires. Les dégâts sociaux, on les a vus très vite. Beaucoup de mesures ont été prises pour les limiter, notamment, je dirais, pour toutes les catégories de personnes qui étaient à l'emploi. Mais on sait qu'il y a des tas de catégories sociales qui, travaillant au noir, travaillant de manière clandestine, vivant de petits boulots, n'ont pas bénéficié des mesures de soutien, des mesures passerelles et se retrouvent dans des difficultés considérables. Le défi budgétaire est gigantesque et va perdurer pendant des années et des années, tellement on a creusé les déficits. Les défis climatiques, environnementaux ont été postposés, mais vont revenir avec encore plus d'acuité parce que, à part l'assainissement de l'air pendant quelques semaines et en effet une moindre production de CO2, le problème évidemment, notamment climatique, est toujours entier. Et on a même vu arriver un nouveau petit défi institutionnel, mais bien circonscrit et très sensible, qui est la distribution des compétences en matière de soins de santé. On a commencé par dire qu'il y avait plus de ministres de la Santé que de défunts du coronavirus. Et en effet, pendant quelques semaines, c'était le cas. Alors, il y en a 7, 8, 9, ça dépend de ce qu'on appelle un ministre de la Santé. Il y en a trop. Mais plus que jamais, on voit un gouffre béant entre une série de partis, y compris flamands, qui disent « remettons tout au fédéral ». On a passé trop de temps à se mettre d'accord et à gérer des micro-compétences, ou même sur une question comme les masques ou les maisons de repos, on se rendait compte qu'il y avait plusieurs niveaux de pouvoir qui étaient en charge, chacun avec une facette de la compétence. Donc certains veulent tout refédéraliser, mais plus que jamais, la NVA et le CDNV disent non, la solution, c'est de cette fois-ci définitivement tout transférer aux régions. Donc on a un agenda politique au moment où nous sortons de la crise sanitaire, à mon sens, plus difficile que jamais. Et on a bien vu dans les semaines de reprise des négociations pour former un gouvernement qu'on ne savait même plus comment procéder. Une initiative conjointe d'autoproclamation des présidents des partis socialistes, puis une autoproclamation comme sorte de préformateur des 3 partis qui forment le gouvernement transitoirement de plein exercice, et puis on ne sait pas quelle sera l'étape suivante au moment où nous nous parlons. Mais donc, je pense que c'est la crise sanitaire qui aura redoublé la difficulté à gérer la crise politique plutôt que l'inverse. Alors vous avez très bien évoqué donc justement toutes les difficultés à venir. Là, dans ce cadre, on est à peine sorti du confinement, hein, voilà, il y a quelques semaines seulement. Qu'est-ce qui va sortir de cette crise ? Est-ce que ça va être plutôt la solidarité, le collectif qui vont devenir quelque part les nouvelles boussoles, ou au contraire, est-ce que les logiques individuelles vont se renforcer ? C'est très difficile à dire parce qu'il n'est pas sûr qu'un événement, même majeur, laisse nécessairement des traces à long terme. Je veux dire par là que certains événements laissent des traces à long terme quand ils s'inscrivent dans un climat déjà favorable à ce que ces traces s'approfondissent et se maintiennent. Les attentats du 11 septembre ou les attentats de Paris et de Bruxelles, c'était déjà inscrit dans un climat de méfiance à l'égard de certains flux migratoires, de l'islam, de l'islamisme politique, etc. Et là, il y a une sorte de renforcement de certaines craintes qui peut durablement produire des effets dans l'opinion publique. Ici, on a eu un effet de sidération devant un problème de santé publique qu'on n'a pas du tout vu venir, dans le cadre d'une société qui était quand même fondamentalement une société en sécurité sur le plan sanitaire. Pas pour tout le monde, bien évidemment, mais globalement. Si on sort de cette crise relativement vite avec, à terme raisonnable, un vaccin, des capacités de test et qu'elle est définitivement derrière nous en 1 an au total, par exemple, je ne suis pas sûr que la mémoire et l'impact sur les comportements et sur les valeurs puissent être forcément importants. J'ai été très frappé par effectivement la vitesse à laquelle on a vu des phénomènes positifs se développer. Ça n'est pas la première fois, on nous parle, je l'ai rappelé, de cette grande méfiance à l'égard des migrants, mais on avait déjà vu des mouvements de solidarité à l'égard des sans-papiers dans le parc Maximilien, etc. Dès qu'il y a un danger majeur qui touche vraiment au corps, au biologique, à ce qui nous est le plus commun, à ce qui est le plus universel, la peur de la maladie, de la mort, et une peur qui peut nous frapper tous et nos proches, il y a évidemment un sentiment d'appartenir à la même humanité et ça facilite, et très heureusement, les mouvements de solidarité. Mais on a bien vu, dès que le déconfinement a été véritablement engagé, dès que les chiffres ont été jour après jour, semaine après semaine très rassurants, que ce sentiment de peur disparaissant dans l'esprit d'une partie de la population, la solidarité d'une part et la nécessité d'être prudent pour protéger
protéger les autres d'autre part, ont commencé à disparaître. Et avec, aux alentours du 15-20 juin, des rave-parties improvisées, 500 personnes à la place Flaget à peu près au 20 juin, etc., etc. Donc, je ne suis pas certain qu'on ait véritablement à attendre des traces profondes. Par ailleurs, le discours qui opposait les générations, il a été présent certainement sur les réseaux sociaux. On l'a un petit peu entendu dans le débat public, mais je n'ai pas l'impression que c'est mordu. Je ne suis d'ailleurs pas du tout sûr qu'on puisse dire qu'on a sacrifié les plus jeunes au profit des aînés. On s'est d'abord rendu compte, après plus d'un mois, qu'on avait oublié les aînés, ou qu'en tout cas on n'avait pas pris la mesure de ce qui allait se passer dans les maisons de repos. Ce qu'on a d'abord vu se passer, et que certains ont payé extrêmement cher, c'est notre nouveau modèle familial qui n'a été voulu comme tel par personne, qui s'est développé ces dernières décennies. La famille nucléaire, 2 parents ou 1 parent, un tout petit nombre d'enfants, les grands-parents, les arrière-grands-parents qui terminent leur jour en dehors de la cellule familiale. C'est la base d'un certain individualisme où chacun se préoccupe de sa vie quotidienne et de ses liens les plus étroits. Et puis on laisse les aînés aux soins des professionnels de la santé, du grand âge. Donc plutôt que de dire qu'on a sacrifié les plus jeunes ou les personnes de la force de l'âge aux aînés, j'ai plutôt l'impression que c'est de la population la plus âgée qui a payé le tribut le plus lourd. Et que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on n'a pas vraiment vu, je trouve, une polémique forte sur cette idée du sacrifice de ceux qui ont dû arrêter de travailler au profit de la protection des aînés. Ça ne me paraît pas être ce qui s'est déroulé. Mais qu'on ait pu le dire est effectivement révélateur de la fragilité de ces mouvements de solidarité, qui ne sont jamais non plus aussi unanimes que ce qu'on veut bien parfois imaginer. Ce n'est pas parce que les médias mettent en avant les applaudissements à 20 heures, ce n'est pas parce qu'en ouvrant sa fenêtre, tout le monde a pu entendre les applaudissements, que tout le monde applaudissait. Et il y a applaudissements, il y a applaudissements. Personnellement, je me suis demandé, après quelque temps, en entendant l'évolution des bruits, jusqu'à quel point ce qui était au départ un hommage plus que justifié rendu aux équipes soignantes ne se transformait pas en une sorte de petit happening de personnes confinées chez elles qui se faisaient plaisir et se donnaient une sorte de petit spectacle musical. Donc, je resterai aussi prudent quant à l'interprétation des événements. Pour vraiment prolonger cette question de la solidarité, étant donné le choc au niveau économique, on sait quand même qu'il y a un grand risque. Il va falloir faire des efforts, revenir sur certains acquis sociaux. Et là, évidemment, il y a des enjeux sociaux qui vont être majeurs. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on va reprendre comme avant et peut-être même accepter qu'on aille vers un pire au niveau des droits sociaux ? Je crois que ça pourrait être très différent selon les questions précises qu'on se pose. C'est quand même très frappant de voir que un gouvernement transformé en gouvernement de plein exercice, composé de 2 partis libéraux, d'un parti démocrate chrétien, qui ne sont pas des partis, en tout cas pour les libéraux, structurellement les plus attentifs ou les plus prioritairement attentifs, je dirais à la générosité sociale tous azimuts. Ce sont des partis qui, au contraire, au pouvoir, ont toujours prôné depuis pas mal d'années une certaine discipline budgétaire, un équilibre entre la position concurrentielle des entreprises et la nécessité d'alimenter la sécurité sociale. Et on leur reprochait plutôt, au fil des années, d'avoir diminué le financement de la sécurité sociale, d'avoir joué plutôt le jeu de réforme fiscale et d'avoir répondu davantage à des demandes patronales de renforcement de la position concurrentielle des entreprises. Or, ce gouvernement a accepté des dépenses considérables au profit de personnes qui étaient à l'emploi mais qui avaient besoin d'un chômage partiel ou complet temporaire, des droits passerelles, des aides aussi au niveau des régions forfaitaires, quasiment sans contrôle pour les indépendants qui devaient fermer boutique, etc. On a sur le plan, je dirais, du filet de sécurité salariale ou des revenus, pris des dispositions d'un degré de générosité très inattendu. Et ce n'est pas seulement le cas en Belgique, c'était le cas en France, avec là aussi un exécutif et un président de la République qui n'étaient pas forcément parfaitement programmés pour poser ce genre de gestes. Et ça, j'ai tendance à penser que ça va perdurer parce que les chiffres vont rester très problématiques du côté du chômage. Le nombre de personnes dépendant d'allocations sociales ou des CPS va continuer à augmenter sans doute pendant quelques temps et va rester à un niveau élevé. Et ce sera politiquement très difficile de dire maintenant on revient en arrière par rapport à cette générosité et on recommence à serrer les boulons. Ce qui est en tout cas frappant, c'est que
dans les réactions très nombreuses et très saines qui ont été adoptées dans les premières semaines de la crise avec un très large filet de sécurité, on a raisonné en fonction du cœur de la société. Les personnes qui travaillent, qui ont un emploi ou un emploi partiel, qui sont salariés ou qui sont indépendantes, qui vont être privés par la force des choses de tout, de partie de leurs revenus, et on crée une série de mécanismes pour des revenus de remplacement. On a oublié toutes les marges, toutes les personnes qui ne travaillent pas, les métiers qui n'ont pas pignon sur rue comme la prostitution, toutes les personnes qui sont dans les marges des marges, qui sont dans des institutions de soins psychiatriques, dans des grandes difficultés sociales, par exemple les sans-abri, par exemple les réfugiés, les sans-papiers, qui étaient devenus invisibles parce qu'ils ne faisaient déjà pas l'objet, sauf sous une forme très étroite, de flux financiers. Il n'y avait pas évidemment à remplacer le revenu officiel. Par contre, on sait qu'un certain nombre d'entre eux, mais évidemment, travaillent en noir pour nouer les deux bouts. On ne s'est pas, bien sûr, entre guillemets, préoccupé de savoir comment ils allaient survivre dans les circonstances qui étaient nées de la crise. Et donc, on a vu une gestion qui était centrée sur le cœur fonctionnel, je dirais, de la société. Et il a fallu du temps et que des associations montent au créneau et poussent des coups de gueule pour qu'on commence l'une après l'autre à prendre en considération des catégories beaucoup plus invisibles. Et je crains que certaines n'aient jamais réussi à se faire véritablement entendre. Et ça, c'est évidemment un révélateur du fonctionnement de base d'une société tournée autour de l'emploi, ce qui est en tant que tel tout à fait normal, d'un emploi plutôt salarié ou indépendant. Et puis, tout ce qui est autour est beaucoup plus discret. Vous parlez de l'environnement, justement, et c'est vrai que ça peut être aussi une inquiétude, c'est de dire que si on donne la priorité à ces enjeux budgétaires et économiques, est-ce qu'on ne risque pas d'être dans un cycle infernal où on recrée des conditions de danger, de pandémie? Est-ce que là, il y a quelque chose au niveau politique, une prise de conscience qui vous apparaît vraiment présente? Ou est-ce que justement la nécessité de relancer l'économie fait qu'on va retourner dans une forme d'aveuglement au danger à court terme? J'ai tendance à croire, au moment où on se parle, que, à part au niveau européen, où on a apparemment sauvé le Green Deal et maintenu les objectifs, à l'échelle nationale et en particulier en Belgique, il va être difficile de donner le degré de priorité qu'on aurait pu souhaiter à certains enjeux environnementaux. En tout cas, déjà avant que la crise du coronavirus éclate, on pouvait se demander comment expliquer l'écart entre tous les partis politiques, presque tous, qui avaient fait des promesses sur la prise en compte du danger climatique avant les élections et qui n'ont pas pu, pendant près d'un an après les élections, mettre en place un gouvernement simplement avec cet objectif-là au cœur, en disant tous ceux qui sont volontaires pour lutter de manière déterminée contre la crise climatique se rassemblent et on trouvera bien le moyen de s'entendre sur le reste. Ça ne s'est pas fait. Ça n'a pas l'air d'être davantage facile à faire pour le moment, au moment où on redémarre des négociations. C'est très peu présent, en tout cas, dans la communication des responsables politiques. On parle surtout économie, budget et social. Et donc, je pense que ce serait effectivement difficile de redonner à ces enjeux l'importance qu'ils méritent. Parce qu'on a un défi déjà considérable au plan économique, social et budgétaire, mais en plus le monde de l'économie, le monde de l'entreprise privée est devant un défi redoutable qui est celui de non seulement la relance, mais aussi la modification des pratiques. Que maintient-on des pratiques de télétravail? Que fait-on des bureaux inoccupés? Demander à ce monde économique des efforts considérables à court terme pour en plus prévenir autant que possible la crise climatique et les autres problèmes environnementaux, ça va être difficile. Et donc, ça risque d'être une des victimes, à côté des victimes sociales et évidemment sanitaires, ça risque d'être une des victimes, effectivement, de la crise. On a beaucoup parlé là du politique. Voyons un peu son rapport aussi avec les citoyens. Est-ce qu'on peut dire que cette crise que l'on vient de vivre, cette crise sanitaire, a encore accru cette méfiance du public envers les médias et les politiques? Si on prend en tout cas les situations individuelles, on a des mouvements au sens divers. Ce qui a ruiné, évidemment, globalement, la crédibilité du monde politique, c'est ce qu'on a appelé la saga des tests et des masques. Bon, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de la reprendre. On aura tout entendu, des commandes jamais exécutées, des annonces. Tous les Belges recevront 2 masques. Oui, mais on les a reçus, je crois, 4 ou 5 semaines après l'annonce, au moment où tous les chiffres étaient au vert et où on se demandait bien pourquoi on allait les chercher à la pharmacie. On est plutôt allé les chercher en se disant si ça revient l'année prochaine, mais on n'avait plus le sentiment de l'urgence.
Cela étant, c'était une crise là de l'efficacité de l'action publique, difficile à démêler, commission d'enquête parlementaire ou pas, on verra si on parvient à établir des responsabilités. Moi, je suis frappé aussi par la succession de couacs et de scandales du côté des entreprises privées. On a vu des entreprises pirates truster des marchés publics et ne jamais commencer à essayer de faire semblant de livrer le produit. Elles ont apparemment pris l'avance, le premier versement est disparu dans la nature. On a vu des fournitures de masques non conformes, des dates de livraison non respectées, des certificats qui n'étaient pas conformes aux normes, etc., etc. Nous sommes dans un système démocratique qui est très exigeant en termes de transparence et de reddition de comptes de la part des responsables politiques, et heureusement. Et ça a installé une culture je dirais, du manque de curiosité, voire quasiment de l'impunité des entreprises privées, qui sont supposées bien fonctionner ou ne pas devoir rendre de compte. On a eu véritablement aussi quand même des problèmes majeurs dans la gestion de cette crise par un certain nombre d'opérateurs privés. Donc si on veut faire des bilans, il faudrait les faire de manière, je crois, assez complète et équilibrée. Alors parmi les éléments peut-être qui suscitent aussi la méfiance des citoyens envers le politique, il y a cette impression qu'on ne tient pas compte de leur avis. Est-ce que vous pensez qu'il y a de la place pour aller vers une démocratie plus participative, surtout en tenant compte de villes comme Bruxelles, qui sont des villes importantes avec un nombre important d'individus? Alors de la place, sur le principe sûrement. Il n'y a absolument aucune raison de restreindre la définition de la démocratie et surtout ses modes d'application en fétichisant la démocratie représentative, le système de l'élection, du Parlement représentant la nation et considérer que forcément les citoyens sont parfaitement représentés par ceux qu'ils ont élus. Il y a un débat à ce sujet depuis longtemps. Je ne suis pas sûr que la crise du coronavirus ait fait bouger les lignes pendant la crise, en tout cas, à part ceux qui, depuis toujours, étaient partisans de nouvelles pratiques, notamment des pratiques participatives, associant des citoyens tirés au sort ou volontaires. Ceux-là ont rappelé qu'on avait ces autres outils et que pour sortir de la crise politique qui était ajoutée à la crise sanitaire, on pouvait peut-être tenter cette donne-là. On n'a pas eu l'impression que le monde politique était, je dirais, dans les meilleures conditions pour réfléchir à ces modalités-là de l'après. Quand on a commencé à déconfiner, il a fallu commencer à déconfiner simplement le gouvernement fédéral et à chercher une nouvelle équipe. On sent très bien que cette greffe éventuelle d'autres pratiques, ce n'est jamais l'urgence pour le monde politique qui est aux affaires, pour la simple raison que les pouvoirs effectifs dont il dispose sont des pouvoirs classiques liés à la démocratie représentative, que dès que de toute façon on va aller trop loin pour associer le citoyen, on est barré par la Constitution et par des avis du Conseil d'État qui, par exemple, récemment, lors de la mise en place de parlements de citoyens tirés au sort, a rappelé qu'on pouvait leur donner aucune capacité de décision parce que les pouvoirs s'exercent de la manière établie par la Constitution et que la Constitution ne prévoit ni le référendum et encore moins une participation effective des citoyens aux décisions. Donc on reste pour le moment dans de l'expérimental ou de l'expérimental institué comme en communauté germanophone. Il y a un décret et un parlement de citoyens en connexion directe avec le parlement germanophone qui est mis en place, mais le dernier mot doit toujours revenir aux politiques. L'état du débat, on le connaît. Je pense que la crise a pu, chez les partisans de cet élargissement des voies démocratiques, être un motif supplémentaire pour demander qu'on respire et qu'on ait d'autres pratiques, parce que on a bien vu se resserrer pendant la crise le champ des décideurs. C'était plus que jamais des ministres, des présidents de partis et puis des experts, disons, médicaux au sens large. Ce qui a bien fonctionné à certains égards pendant un certain nombre de semaines, avec un consensus et une acceptation des principales décisions par la population. C'est quand même spectaculaire. Dire à toute une population de rester chez elle et avoir en gros une obéissance pendant des semaines, ça n'allait pas de soi. Mais ça a totalement gelé toutes les formes d'expression et de participation citoyenne un tant soit peu organisée. Et je ferai ici le lien avec ce qu'on évoquait tout à l'heure, les enjeux sociaux, les enjeux dans les marges, les invisibles, tous ceux auxquels on n'a pas pensé rapidement, spontanément du côté des décideurs politiques, mais non plus du côté des experts. Tout cela aurait eu bien besoin peut-être d'avoir des relais citoyens organisés. Il y aurait eu des parlements de citoyens institués. Ça aurait pu être des lieux dans lesquels
Certains auraient dit, mais nous sommes aussi des citoyens et nous sommes victimes de manière particulièrement aiguë de la crise et nous voyons que rien n'est fait pour nous. Et à travers des lieux institués, il y aurait peut-être eu des moyens d'attirer plus vite, plus facilement l'attention. Donc je pense qu'en un deuxième temps, une fois qu'on sera sorti de l'essentiel du déconfinement et de la remise en marche de la machine économique, ce besoin qu'éprouvent certains, en tout cas, de nouvelles pratiques démocratiques va être plus aigu que jamais. A fortiori dans une ville comme Bruxelles où la part des discrets ou des invisibles est particulièrement importante. Et donc le besoin à Bruxelles est particulièrement vif pour ceux qui sont convaincus des limites du système représentatif classique, ça c'est clair. On a pu quand même aussi craindre via le fait que justement tout le monde ait accepté ce confinement parce que la peur était là, qu'une société de contrôle aussi se développe par la suite. C'est-à-dire que les gens acceptent toujours plus de contrôle, toujours plus de limites à leurs libertés individuelles. Oui. Et c'est une musique quand même qui existe aussi là au sein de la société, où on dit attention pour l'avenir, s'installent peut-être des sociétés de contrôle où les libertés individuelles vont petit à petit s'éteindre. En Belgique, là aussi, il me semble qu'on a eu plusieurs logiques à l'œuvre. On a pris des mesures drastiques et sidérantes de confinement. Certains ont même considéré que c'était médiéval, c'était au Moyen-Âge et jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, au XIXe encore parfois, qu'on confinait purement et simplement. Certains ont considéré qu'on aurait pu être plus subtil, un peu plus pragmatique ou plus fin sur le plan technologique, mais ça a été accepté. C'est vrai que du coup, certains se sont inquiétés en se disant mais on est devenus des moutons, des veaux, prêts à accepter tout et n'importe quoi au nom de la sécurité. Sauf que, en tout cas, dans le monde intellectuel, dans les médias, dans le monde académique, très vite, on a mis l'accent sur les dangers du contrôle. Vous aurez remarqué qu'on n'a pas mis en place finalement une application par smartphone, même pas sous forme facultative, volontaire, parce qu'au-delà des problèmes techniques à résoudre, on sentait bien que l'acceptation potentielle dans la population était faible et que ça serait peut-être un coup d'épée dans l'eau, qu'il y aurait tellement peu de personnes qui allaient l'employer que ça ne servait à rien. Personnellement, je n'ai pas d'inquiétude particulière liée à cette crise-ci. J'aurais même tendance à penser que ça a remis l'accent sur les dangers de certaines technologies. Ça a reconscientisé quant au fait qu'en effet, certains, eux, avaient des solutions toutes prêtes et ne demandaient pas mieux que de les mettre en œuvre, avec peut-être des arrière-pensées politiques et sûrement pour certains des arrière-pensées économiques. Il est clair que les GAFAM ont tout intérêt à ce que nous soyons tous avec un smartphone dans chaque poche et toute une série d'applications qui font remonter des milliards de données quotidiennement. Moi, j'ai plutôt l'impression, je suis peut-être trop optimiste, qu'il y a eu un léger coup d'arrêt, que c'est plutôt la mise en évidence des dangers qui l'a emporté. Mais je suis peut-être un peu naïf là-dessus. On voit quand même beaucoup de mouvements sociaux, citoyens, qui se sont mis en place, là encore pour le déconfinement, pour penser le monde de demain. Ça pose la question aussi de la place des syndicats. Quelles attentes on doit avoir de l'interaction entre ces mouvements citoyens et ces syndicats? Avant de vous répondre, si vous voulez bien, je fais un petit lien avec la question précédente. Ce qui me frappe de plus en plus, c'est l'effacement tendanciel, mais lourdement tendanciel, du monde associatif dans la chaîne de la délibération et de la décision publique. Alors quand je dis effacement, j'exagère, mais en tout cas l'affaiblissement. Je veux dire par là que l'alternative à la mode, à la démocratie représentative classique, le pouvoir aux élus, c'est de plus en plus le citoyen organisé en tant que citoyen qui se regroupe à travers un parlement ou à travers des coordinations citoyennes très ouvertes, qui ne sont pas des groupes de pression avec leur thématique, leur idéologie, mais plutôt des citoyens qui veulent prendre la parole en tant que citoyens, chacun avec leur individualité. Ça, c'est vraiment la tendance lourde, l'alternative qu'on travaille le plus et qui séduit de plus en plus le monde politique, au moins facialement. Certains sont peut-être un peu moins convaincus, mais sentent que c'est dans l'air du temps et qu'ils ne peuvent pas dire que c'est totalement ridicule. Par contre, la place du tissu associatif est de moins en moins, me semble-t-il, reconnue par le pouvoir politique. Il n'a pas été question, on aurait pu en parler, de réunir une sorte de grand forum associatif. La Belgique est extrêmement riche depuis toujours, d'une société civile hyper structurée qui innerve toutes les composantes de la société. Moi, je n'ai entendu aucune proposition de ce genre du côté du monde politique ou d'intellectuels qui comptent, à part quelques exceptions. C'est plutôt remettons en place un vrai gouvernement fédéral et puis voyons avec les syndicats et puis les patrons et éventuellement les parlements de citoyens. Mais je trouve qu'on n'a pas cherché à donner de la place au tissu associatif. Alors c'est vrai que très vite,
vite. On a vu les associations rappeler leurs fondamentaux et dire pour l'après, il faudra plus que jamais tenir compte de ceci, de cela. Mais est-ce que ça va avoir une portée? Je n'en suis pas sûr. Et donc, à la fois, je suis frappé, comme vous, par le fait que le tissu associatif est plus riche et diversifié que jamais, avec toute une série de nouvelles thématiques, des thématiques, je dirais, postérieures, disons en gros, à mai 68, autour de la question de la diversité, des minorités, bien évidemment des femmes, même si là ça avait commencé auparavant, autour des enjeux environnementaux au sens large, etc. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a plus de puissance, de capacité d'être prise en compte, de relais à l'égard du monde politique. À ce stade, moi j'ai l'impression que les syndicats sont plus solides et sont plus que jamais reconnus comme des interlocuteurs incontournables, davantage, me semble-t-il, je me trompe peut-être, que le tissu associatif. Au cœur de la crise sanitaire, la parole syndicale a été très écoutée, à la SNCB, à la STIB, dans les écoles, etc. Il a fallu qu'ils frappent un peu du poing sur la table pour faire comprendre que la protection des travailleurs était essentielle. Mais ils l'ont fait vite, à ma connaissance, ils ont été suivis. Certains considèrent même qu'ils l'ont peut-être été un peu trop. Est-ce qu'on n'a pas fermé plus que de nécessaire toutes les écoles à une échelle peut-être plus large, parce qu'il fallait, entre autres choses, à très juste titre, protéger les enseignants, mais on aurait peut-être pu mettre en place, après un certain temps, des procédures un petit peu plus ouvertes ou plus audacieuses, mais je pense qu'on a dû sentir très vite que les syndicats n'étaient pas prêts à suivre. Les chauffeurs de la STIB ont dû, à un certain moment, entamer une grève, et certains l'ont même opéré de manière sauvage sans être soutenus par leur structure. Enfin, fondamentalement, on leur a donné raison, et très rapidement. Fermeture quasi complète des lignes, port du masque obligatoire, distance, etc., etc. Idem à la SNCB. Et les syndicats étaient des interlocuteurs importants, me semble-t-il aussi, dans les décisions prises pour créer ces filets de sécurité, ces substituts aux revenus traditionnels pour les chômeurs temporaires, le droit passerelle, etc. Donc, moi, j'ai l'impression que pour le moment, les syndicats, ils ne sont pas en position de force. Si on raisonne en termes, je dirais, de lutte de classe globale, de capacité d'influence sur le fonctionnement de la machine économique. Et on voit un certain nombre de décisions gouvernementales depuis pas mal d'années qui rognent la place de la concertation sociale et où les gouvernements prennent eux-mêmes les dispositions. Mais je ne crois pas que les syndicats soient affaiblis par la crise récente. Et par ailleurs, et ça n'allait pas de soi jusqu'il y a quelques années, ils ont très fortement intégré en leur sein ces nouveaux combats que j'évoquais il y a quelques minutes. La question des minorités, la question de la lutte contre les discriminations, les questions environnementales sont devenues très importantes au sein des syndicats. Et on a depuis un certain nombre d'années une véritable convergence des luttes environnementales et des luttes sociales, alors que pendant quelques décennies, c'était l'inverse. On voyait les syndicats défendre à tout prix l'emploi et donc la machine économique, et on voyait les associations environnementales éprouver beaucoup de difficultés à faire comprendre qu'on pouvait concilier l'économie, le social et l'environnemental. Cette convergence, globalement, elle est faite, elle n'est pas parfaite. Quand il est question des livraisons d'armes à l'égard au profit de l'Arabie saoudite par la FN de Herstal, on a les syndicats qui rappellent qu'il y a de l'emploi et que, bon, voilà, les droits fondamentaux sont peut-être un petit peu à sous-peser, je dirais, prudemment, et qu'il faut donner la priorité à l'emploi. Mais c'est très particulier et ça n'est pas du tout généralisé. Donc, je n'irai pas trop loin, moi, dans un constat d'affaiblissement des syndicats. Je ne serais pas étonné, au contraire, que dans une sortie de crise qui sera longue et où l'économie va être l'enjeu majeur, ils soient plus centraux que le reste de la société civile. Une dernière question un peu particulière, je vais vous demander plus ou moins enlever votre casquette de politologue, en tout cas vous l'avez toujours, hein, mais d'aller vers Vincent de Corbitaire, l'homme, le citoyen engagé. Oui. Si je vous dis que la crise du Covid a été, est ou sera positive, à quoi vous pensez ? Sera positive par la tension qu'elle a attirée sur les dérèglements multiples liés à notre mode d'organisation économique. On a bien vu que nous avions un modèle économique, la globalisation, la mondialisation, ces échanges massifs à travers les frontières, ces déplacements massifs, notamment en avion, etc., que nous avons un modèle économique qui est porteur de dangers, involontairement, mais ça a quand même fortement contribué à la mondialisation de la crise, c'est le moins qu'on puisse dire, et dont le caractère aberrant et en même temps un peu superflu a été révélé.
Je comprends très bien que certains aient souffert financièrement et souffrent encore de la quasi-fermeture des lignes aériennes pendant 3 mois. Ben, on a vécu pendant 3 mois sans qu'un avion ne vole et ma foi, l'humanité ne s'est pas effondrée et on a pu réfléchir à un certain nombre d'alternatives et certaines paraissent plus crédibles qu'auparavant. Donc il y a un impact positif peut-être à travers ce révélateur qui a été la crise sanitaire. On avait déjà depuis des années, 15 ans à peu près, les rapports du GIEC, un prix Nobel quand même en 2006 pour des spécialistes du climat. Là, on savait qu'inéluctablement les choses allaient mal tourner. Ici, on ne s'y attendait pas et on a vu à quelle échelle un problème pouvait se répandre. Donc là, il y a peut-être un facteur positif, je dirais, en termes de sensibilité globale. Ça devient plus difficile pour certains de dire tout ça sont des fantasmes de collapsologues ou de pessimistes. Voilà, c'est peut-être la facette positive. Bien, je vous remercie pour cette interview. Mais je vous en prie.